Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 68 du podcast Liberté libérale. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet un peu spécial. On va parler justement de la question de l'identité, du burn-out, le fait de ne plus y arriver, de ne pas se sentir à la hauteur, bref, de faire le deuil de l'identité de notre métier. Je vous en ai parlé la semaine dernière dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, on va rentrer vraiment dans la partie psychologique de tout ça. J'espère que ça va vous plaire. C'est directement un épisode inspiré d'une conversation que j'ai pu avoir avec, l'un et l'une d'entre vous. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez envie d'échanger. Je suis toujours ravie de pouvoir, avoir ces discussions avec vous. Ça vient à la fois ouvrir l'esprit, me nourrir aussi, vous proposer d'autres contenus qui, je l'espère, aidera d'autres personnes, d'autres thérapeutes qui pourront potentiellement se reconnaître un petit peu dans les propos que je vais énoncer aujourd'hui et pourquoi pas ouvrir une porte, le champ des possibles, comme j'aime le dire, et c'est vraiment tout l'objectif avec ce podcast. Donc, bah écoutez, c'est parti pour l'épisode du jour. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, ben, j'y arrive plus? Je n'arrive plus à exercer mon métier de thérapeute, de psychologue, d'hypnothérapeute, de diététicienne, etc., etc. Et en plus de culpabiliser par rapport à ça, c'est pas juste j'y arrive plus, ok, je passe à autre chose. Non, c'est j'y arrive plus, je me sens pas à la hauteur. C'est comme un aveu de faiblesse de, justement, ne pas être à la hauteur pour continuer à exercer son métier comme on l'a toujours fait. C'est un sentiment d'échec, le sentiment d'être nul, de pas être assez. Bref, il y a un truc qui fait que on n'arrive plus, on est un peu au pied du mur, que ce soit par un burn-out ou toute autre chose d'ailleurs, la façon dont on y vient «importe peu» entre guillemets, mais ça peut faire écho effectivement à un burn-out ou le fait que, bah, on n'y arrive plus. C'est plus dans ces conditions qu'on se reconnaît, qu'on a envie d'exercer et que c'est comme ça qu'on va, continuer finalement. Le problème, c'est que la question qui va se poser, c'est: «Et si j'arrive plus à exercer mon métier, qu'est-ce que je vais faire? Qui suis-je?» Et cette question sous-jacente de, beh, qui suis-je? Notamment quand l'identité de notre métier quand notre métier devient notre identité, plutôt. Pourquoi? Parce qu'on se présente très souvent par notre métier et ça veut dire beaucoup. Quand on rencontre quelqu'un qu'on connaît pas, bah, on va se présenter: «Bonjour, je suis Aurélie, je suis psychologue». Quand on nous demande tout de suite qu'est-ce qu'on fait dans la vie, c'est notre métier, qu'on va énoncer parce que c'est ce que l'autre attend de nous et pourtant, on n'est pas qu'un métier, on se résume qu'à ça et ça peut être hyper dangereux parce que c'est très enfermant, je trouve et je peux vous dire que je suis aussi là-dedans. C'est le réflexe premier que je vais avoir quand on me demande de me présenter. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Bah, je parle de mon métier parce que c'est effectivement une partie de moi, c'est une partie de mon identité, mais c'est important de comprendre que ce n'est pas moi dans la totalité et du coup, c'est pas vous dans la totalité et je vais vous raconter des anecdotes pour vous montrer à quel point, un métier, c'est pas juste un métier. Avant d'être diplômée, avant d'être officiellement psychologue, j'ai fait des petits boulots. Notamment, j'ai été équipière polyvalente dans une chaîne de restauration rapide et conseillère de vente dans un magasin de prêt-à-porter. Je peux vous dire que dans ces 2 jobs étudiants, on me traitait comme de la merde. Alors heureusement pas tous les clients, hein, mais je voyais clairement la différence quand j'étais, bah, justement dans ces jobs-là et quand j'étais en stage pendant mes études. Bah, je peux vous dire qu'on me parlait pas de la même façon, on me regardait pas de la même façon et on me respectait pas du tout de la même façon non plus, selon que j'étais derrière une caisse ou selon que j'étais derrière un bureau. Avec en plus la fameuse blouse blanche parce que mon stage était dans un hôpital. Notre métier, il vient dire inconsciemment quelque chose de nous, de notre statut social. Et je fais tout de suite un écho, vous savez, aux personnes qui vivent très mal leur départ à la retraite, notamment parce que bah, leur métier, c'était toute leur vie, et qu'une fois qu'ils n'ont plus leur métier, bah, il leur reste plus rien. Ils ne savent même plus qui ils sont maintenant. Il n'y a plus rien qui vienne les nourrir. À ce moment-là, ils peuvent facilement tomber en dépression. Et notre métier, bah, ça définit quelque part notre identité. Du moins, quand on tombe dans ce piège-là, bah, c'est vachement dangereux parce que ça va toucher directement à notre estime de soi.
Ça veut dire que, puisque j'y arrive plus, j'ai plus de valeur. Parce que quelque part, quand j'arrive à exercer mon métier, bah, je suis respectable, je suis reconnue. J'ai de la valeur aux yeux des autres. Parallèlement, bah, quand j'y arrive plus, je perds tout ça aussi. Et la première étape, bien sûr, c'est de se redéfinir autrement. C'est de se détacher de cette sphère professionnelle et je sais que c'est difficile parce que, notamment pendant mes études de psychologie à la fac, vraiment, j'ai eu la sensation d'être formatée. D'être formatée pendant 5 ans à une façon de penser. Ce qui fait que c'est bien beau, à la fin, j'ai mon diplôme, là, mon master 2, j'ai les connaissances théoriques, mais alors au niveau pratique, je suis complètement larguée. Par contre, ce que je sais très, très bien faire, c'est réfléchir, c'est penser, c'est me remettre constamment en question, un peu trop même. Et je pense qu'on a tous, finalement cette capacité-là, surtout en tant que thérapeute, dans l'accompagnement d'aide, ce qui fait que le syndrome de l'imposteur, on est pratiquement tous à l'avoir connu au moins une fois dans notre vie. Si ce n'est qu'il reste toujours à côté de nous là, sur le siège passager de nos vies. Et j'avais tellement, cette idée en tête que je suis psychologue, ça veut dire que je dois être d'une telle manière. À tel point que ça, je vous en avais déjà parlé, dans ma tête, il fallait que je m'habille de telle façon, il fallait que je porte des lunettes parce que ça faisait plus sérieux et cetera et cetera. Il fallait que je me présente aux patients d'une certaine façon. Mais ça allait bien plus loin parce que j'avais peur de croiser mes patients en dehors de mon activité professionnelle. Ah oui, ils vont voir que je suis pas juste psychologue, ils vont voir que je suis un être humain. Mon Dieu, qui fait ses courses, qui va au cinéma, que sais-je. Et petite anecdote, pendant ma dernière année du coup, de psycho, j'avais une patiente en stage et en parallèle, je bossais aussi, le soir, notamment et le week-end, dans la restauration rapide. Et bah, figurez-vous que cette patiente-là, bah, je l'ai croisée sur le lieu de mon job étudiant. Elle était face à moi, en caisse. Là où d'habitude elle est face à moi, derrière un bureau, avec ma blouse blanche. Bah, je peux vous dire qu'avec ma tenue d'équipière polyvalente, ma casquette, j'ai senti ma crédibilité partir directement dans les chaussettes, hein, clairement. Et pourtant, c'est qu'un métier, c'est qu'un job temporaire, plus. On se raccroche tellement à ce que ça vient dire de nous que tout de suite, hem, on est soit bien, soit mal avec la façon dont on va se présenter, avec ce qu'on renvoie. Et vraiment, j'avais l'impression de perdre complètement ma crédibilité. Je peux vous dire que ce jour-là, j'étais pas bien, mais alors pas bien du tout. Je vous en parle parce que peut-être que vous l'avez vécu aussi, ce moment-là et c'est quand même hyper intéressant de se rendre compte de ça, c'est qu'on est bien plus que juste un métier et c'est incroyable quand même d'avoir l'impression de valoir moins avec une casquette sur la tête plutôt qu'avec une blouse blanche sur les épaules. C'est incroyable, hein? Bien sûr que c'est la société qui va véhiculer ça aussi, et pourtant, c'est pas qui nous sommes. Et je fais parallèle avec la question de l'argent, parce que c'est aussi quelque chose, que j'ai expérimenté. On a l'impression, notamment sur les réseaux sociaux, si vous y êtes, que plus on fait de l'argent, plus on a de la valeur, plus on a de la crédibilité, à exercer notre métier. Comme si finalement, plus on a de patients en cabinet, plus on est légitime à être psychologue. Parce que du coup, ben, on a du boulot, on a des gens qui reviennent. C'est comme un gage de qualité, quelque part. Alors que ça n'a rien à voir. En fait, on a de la valeur par le simple fait d'exister. Et je sais que c'est compliqué à entendre, notamment dans une société où, bah, la productivité est mise en avant et où ceux qui ne font rien ou pas assez sont pointés du doigt. Et souvenez-vous, ou en tout cas, regardez un petit peu autour de vous maintenant, un bébé qui vient au monde, il a tellement de valeur aux yeux de ses parents, aux yeux du monde, alors qu'il fait rien et en plus il sait rien faire. C'est seulement en grandissant qu'on nous rajoute ces couches-là de conditionnement et qu'on nous éloigne peu à peu de qui on est vraiment. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se raccroche à notre identité, à ce qui est valorisé socialement, à notre métier, notre statut social, nos possessions matérielles, et cetera, et cetera. Anecdote encore une fois personnelle, à l'époque, je pensais que je voulais me marier, avoir des enfants, acheter une maison, avoir un labrador, pour avoir le sentiment d'avoir réussi ma vie. Aujourd'hui, j'ai rien de tout ça.
et pourtant je me sens vraiment épanouie. Alors, je vous avoue que parfois j'ai des petites rechutes. Et puis il y a des tendances à la comparaison, de voir en fait toutes les personnes avec qui vous avez grandi, que ce soit sur Facebook, en les croisant dans la rue, vos parents qui vous disent: «Ah tu sais pas, j'ai croisé un tel, ah bah ouais, bah elle a eu un enfant» et cetera. Et puis il y a quand même, cette image qui est renvoyée dans la tronche là de: «Ouais, bah eux ils ont avancé dans leur vie et pas moi». Des fois, on a l'impression de faire du surplace, de pas avancer, parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes désirs que la majorité des gens dans la société. Et ce qui est valorisé, c'est justement ce que la majorité des gens veulent. Mais est-ce qu'ils veulent vraiment ça? Ou est-ce qu'ils le veulent parce que c'est ce qu'on leur a imposé? Je laisse ça comme ça. Donc pour votre métier, c'est pareil en fait. C'est pour ça que souvent on tombe dans le fameux bah, j'ai tout pour être heureux, mais je le suis pas. C'est parce que on s'est éloigné de qui on était, de ce qu'on voulait vraiment. Et ça fait mal, effectivement. Et parfois, on se retrouve complètement paumé. Si c'est pas un burn-out, ça va être une remise en question totale, une crise de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, peu importe. Là où je veux en venir, en fait, c'est que le plus difficile et pourtant le plus important, c'est de faire le deuil de cette image, de ce métier, de cette identité qui n'est pas nous-mêmes au fond, mais qui a été construite à partir bah, de ces éléments extérieurs. Notre métier, notre statut social, nos possessions matérielles, notre situation conjugale, etc. L'important, en fait, c'est de revenir à soi et de se demander ce qu'on veut vraiment. Et c'est pas facile à faire parce que ça demande de faire face à beaucoup de résistance et de croyances limitantes, notamment bah, un psychologue, un thérapeute, c'est de faire des consultations. Parce que je peux vous dire que même au sein de la fac de psycho, il y avait des différences de valeurs. Il y avait les psychologues cliniciens et les psychologues chercheurs. À votre avis, dans ces deux catégories, lesquelles avaient le plus de poids, de légitimité, de crédibilité? Eh ben, c'était ceux qui étaient au chevet des patients, les psychologues cliniciens, parce qu'eux, ils étaient sur le terrain. Les psychologues chercheurs, ils font quoi? Bah, c'est bien beau, mais ils font de la recherche. Ils sont dans leur bureau et ils sont pas au contact vraiment direct de ce qui se passe dans la réalité. Et ça, on peut le transposer même dans n'importe quel métier. Je peux le voir, je l'ai vu, dans la restauration rapide, dans la vente de prêt-à-porter, bref, ça se retrouve absolument partout. C'est le fameux: «Ah OK, on a des règles qui nous sont imposées par des gens là-haut qui sont dans leur bureau, qui savent pas ce qui se passe réellement sur le terrain». Donc il y a des règles un petit peu idéalistes qui sont imposées aux gens d'en bas. Pour ceux qui me regardent pas sur YouTube, je fais exprès des guillemets, hein, avec mes doigts. Aux gens d'en bas qui doivent du coup appliquer ces règles qui n'ont aucun sens quand on est réellement confronté, bah, à la réalité, à ce qui se passe sur le terrain. Et du coup, ça donne effectivement, un sentiment, d'incompréhension, d'être pris, bah, voilà, pour des cons, d'être traité comme de la merde et cetera et cetera. Et au-delà de ça, au sein même des différents domaines de psychologie, il y avait un combat entre les psychologues cliniciens et les psychologues du développement. Soi-disant, les psychologues du développement, c'était pas des vrais psychologues, parce qu'ils étaient pas psychologues cliniciens, ce qui est complètement débile et ridicule. Mais peut-être que ça vous parle et que ça vous rappellera des souvenirs. Donc écoutez, je vous le partage parce que je suis pratiquement sûre que c'est comme ça dans toutes les facultés. Pour info, j'étais à Strasbourg. Voilà. Donc si aujourd'hui vous n'y arrivez plus, ça veut pas dire que vous êtes pas à la hauteur. Moi, je le vois comme, en fait, une opportunité de vous écouter vraiment et de repenser votre métier d'une manière qui vous conviendra à vous et non pas de l'exercer de la manière dont on vous l'a imposé, implicitement. Bien sûr, c'est une opportunité extraordinaire qui demande de faire le deuil de l'identité de votre métier comme vous l'avez en tête, c'est-à-dire bien cadré, rigide, socialement accepté. Vous le savez, la façon dont j'ai décidé d'exercer mon métier, une fois que j'ai compris qu'être dans un cabinet face à des patients H24 toute la journée, c'était pas ça me correspondait pas en tant que personne introvertie, bref, j'avais besoin d'autre chose, bah, j'ai décidé de créer des programmes en ligne pour aider en fait des personnes à avancer par eux-mêmes sur ce chemin-là. Alors, je reste psychologue parce que, bah, j'ai toutes mes connaissances, mes compétences, ma légitimité, mon expérience qui me sert justement à construire des, choses qui vont aider les personnes, à s'en sortir en toute autonomie. L'important d'avoir en tête, c'est aussi, bah, les limites que ça implique. Comme il y a des limites dans, le fait de faire des consultations.
Il y a des limites, il y a des avantages, des inconvénients dans chaque choix que l'on fait. Le tout, c'est d'en avoir conscience et de ne pas les occulter. Ça, c'est vraiment une façon qui aujourd'hui me convient d'exercer parce que du coup, ça vient nourrir mon besoin de transmission et de créativité. Et ça permet de respecter aussi, finalement ma personnalité qui adore, être seule, travailler chez elle, dans son coin, avoir un agenda où il y a pas de contraintes, pas de rendez-vous à honorer, où je peux simplement organiser mon temps comme je le décide et prendre pourquoi pas une après-midi pour aller me balader, potentiellement travailler le week-end si j'en ai envie. Bref, chacun va trouver, midi à sa porte comme on dit. Donc l'idée, c'est vraiment de vous écouter et de vous autoriser, en fait, à faire quelque chose potentiellement qui n'est pas commun, qui sort du cadre. Et demandez-vous si tout était possible et si personne n'allait vous juger pour vos choix, qu'est-ce que vous feriez? Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui rêveraient d'ouvrir un centre, par exemple, d'équithérapie. Pourquoi pas de faire des retraites sur, la confiance en soi. De proposer des séances d'hypnose, sur la plage. Ou pourquoi pas même d'écrire des romans romancés autour du thème de la psychologie, un peu comme Saverio Tomasella, peut le faire. Et je trouve ça juste incroyable de voir qu'en réalité, on a mille et une opportunités, mais qu'on se laisse pas forcément l'autorisation de tester, d'y aller, ou que tout de suite on se met une barrière, c'est pas possible. En réalité, tout est possible. Le plus important, c'est d'abord de, effectivement, renoncer à la façon dont on a exercé notre métier jusqu'à maintenant, pour se renouveler un petit peu comme un phénix, qui a besoin justement de brûler pour renaître de ses cendres. Alors je vous on va pas aller dans cette métaphore-là, hein, je vous invite pas à vous brûler, hein, parce que sinon ça voudrait potentiellement dire aller droit dans le mur et du coup, burn-out. Si on peut éviter, c'est chouette. Néanmoins, vous n'êtes pas obligé de vous reconvertir. C'est ça aussi qui est important de garder en tête, c'est que si aujourd'hui vous êtes arrivé un petit peu au bout, vous n'êtes pas obligé de vous reconvertir, vous avez juste besoin de repenser les choses autrement, de bouger un petit peu les murs pour avoir un peu plus d'espace. Voilà. Et je sais que c'est pas évident à faire. Moi, ce qui m'a permis justement de faire ce cheminement, c'est de voir d'autres personnes faire autrement. Voir d'autres, psychologues créer des programmes en ligne et voir qu'en réalité, c'était super bien accueilli. Parce que souvent, on est face à nos propres peurs, donc l'idée, c'est vraiment de se confronter à une autre réalité qui est possible et pour ça, je vous invite à suivre des personnes qui ont décidé de prendre un chemin différent, juste pour commencer à planter une graine dans votre cerveau et puis vous montrer que c'est possible et que ça peut devenir une nouvelle réalité et que c'est aussi une nouvelle normalité. Plus on est confronté à quelque chose, plus ça devient la norme. Donc je vous invite à suivre ces personnes. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, je vous mets directement dans la description le lien vers mon compte Instagram et mon compte LinkedIn pour commencer peut-être à envisager d'exercer votre métier autrement, pourquoi pas. Et si vous avez envie d'échanger, eh bien n'hésitez pas, je serai ravie de pouvoir discuter avec vous. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.